Monsieur le ministre. Hello, Senator. Alors, bonjour, monsieur le sénateur. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Heureuse d'avoir cette conversation avec vous, particulièrement le jour avant l'inauguration. We'll get started in just one second. Alors, on va commencer vraiment dans une seconde. On ajuste la présentation. Bear with us just a second longer, please. Encore juste une seconde. Okay. I am going to get us started here, and I'd like to start by introducing... Alors, d'accord, nous allons commencer. Je suis Sarah Penaxton et je suis la directrice de GreenPAC. Je comprends que nos petits problèmes techniques ont été réglés. Je veux mentionner que nous avons une traduction simultanée en français. Vous allez voir un bouton au bas de votre écran. Malheureusement, cette option n'est pas disponible si vous regardez le webinaire sur YouTube. Je veux remarquer et remercier toutes les autochtones. Nous reconnaissons le besoin de réparer les injustices dont ont subi les peuples autochtones. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas GreenPAC, nous sommes une organisation canadienne sans but lucratif et nous croyons que pour faire des progrès sur le plan environnemental, nous avons besoin d'un leadership dans tous les secteurs qui travaillent dans tous les partis, avec tous les partis politiques durant les élections. Nous donnons du soutien à tous les partis et nous travaillons avec des gens sur la colline parlementaire et nous alimentons un réseau qui veulent savoir, qui veulent s'intéressent que leurs élus prennent ou placent l'environnement comme priorité, pas seulement durant les élections, mais à tous les jours. Et maintenant, je veux présenter nos panélistes. Monsieur John Podesta est le fondateur du Center for American Process and Equitable Growth, des organisations basées à Washington. Il a été conseiller pour le président Obama sur la question environnementale. Il a été aussi le chef de cabinet et membre du cabinet du président Clinton. Bienvenue au ministre de l'Environnement canadien, Jonathan Wilkinson. Originalement de Saskatchewan, M. Wilkinson est un député de North Vancouver et a passé plus de 20 ans à développer des technologies, est un leader du secteur privé aussi. Et nous allons maintenant introduire la sénateur Rosa Galvez, qui est un membre indépendant du sénateur Canada et qui représente le Québec depuis 2016. Elle est originellement du Pérou. Elle a travaillé en ingénierie environnementale, est un professeur à l'Université de Toronto et une des experts en pollution au Canada. Also, une
se rétablit tout juste de la pandémie. Nous avons des centaines de membres enregistrés et dernière chose que je voudrais vous dire, nous avons un peu de temps plus tard dans la session pour les questions. Vous allez pouvoir partager vos questions en utilisant le bouton questions-réponses au bas de l'écran. Alors, merci. Et maintenant, la parole est à vous, Madame le sénateur. Alors, bienvenue à tous. Nous avons une conversation intéressante devant nous. Alors, je vais y aller tout de suite. La pandémie teste notre résilience et notre solidarité. Nous réalisons de l'interconnectivité de toutes les crises, la crise environnementale comme la pandémie, mais aussi la profonde interdépendance des écosystèmes et des humains. C'est mon honneur aujourd'hui de modérer cette conversation à un moment si important dans l'histoire et je vais inviter maintenant mes copanélistes à nous donner quelques mots d'introduction, commençant par M. Podesta. Merci. Je commence par remercier GreenPAC et vous, Rosa. C'est un honneur de participer à cette discussion avec Mme Galvez et M. Wilkinson. Nous sommes à 20 heures à peine de ce qui va être une transition finalement pas si pacifique du pouvoir aux États-Unis. On a vu un assaut non seulement sur notre Capitole, mais contre notre démocratie il y a à peine quelques semaines. Et on est encore en train de s'en remettre et on va en parler peut-être un peu plus. Une des choses qu'on doit noter, c'est qu'il ne pourrait pas y avoir plus grand changement d'un point de vue politique du point de vue de ce que la sénateur vient de décrire. Il ne peut pas y avoir un fossé plus large entre le président Trump et le président élu Biden. Le président élu Biden reconnaît la crise liée à la COVID-19, la crise économique. Il reconnaît que nous sommes exposés. Il reconnaît la crise de justice raciale avec l'assassinat de George Floyd et il fait un lien entre le sortir de la crise avec ces thèmes. Alors, il a reçu le plus de votes dans l'histoire de la démocratie américaine, 80 millions de votes. Le vice-président durant la campagne électorale, le président élu Biden et la vice-présidente élue Harris a proposé des idées très innovantes sur la façon de contrôler la pandémie et de redémarrer l'économie, mais aussi comment gérer cette menace existentielle à laquelle nous faisons tous face sur Terre. Et je parle des changements climatiques. Il a commencé à bâtir un gouvernement, un cabinet et une équipe à la Maison-Blanche de gens qui sont aux premières lignes de ce combat et veut aussi poser des gestes francs et lancer un programme d'investissement pour que les États-Unis reprennent leur position de partenaire global avec des pays comme le Canada. Le gouvernement canadien a montré sa volonté de participer à des engagements internationaux et les États-Unis sont de retour sur la scène environnementale. Alors, nous allons avoir une excellente conversation. Merci, M. Wilkinson. Merci, sénateur Galvez, et merci pour tout le travail que vous avez fait sur la question environnementale dans le Sénat maintenant. Vous êtes responsable de l'émission de la politique émission zéro.
Et merci, John, pour votre présence à ce webinaire et votre travail des dernières décennies là-dessus. Et merci à GreenPAC pour votre travail. S'il y a les questions, je vais écouter et répondre en français. I would also like to start by acknowledging that. Je voudrais aussi commencer en vous disant que je suis à North Vancouver et je reconnais les peuples autochtones sur ces terres. Ouais. Au cours de la prochaine heure, je vais répondre à vos questions. Alors, mon introduction sera courte. L'année a été difficile pour tout le monde, ici aux États-Unis et partout au monde. Nous sommes concentrés ici au Canada sur le soutien des familles et des entreprises canadiennes à travers cette pandémie. Mais les Canadiens s'attendent à une réponse de leur gouvernement dans ce contexte de crise environnementale, mais aussi comment on se sort de cette pandémie. Et de la façon dont on s'en sort afin d'avoir une économie plus résiliente. L'inauguration du président élu Biden s'en vient et je crois que l'environnement fait partie de son plan de croissance économique. Il a mis sur pied une équipe d'experts environnementaux comme John Kerry. Et le gouvernement du Canada veulent revoir les États-Unis dans les accords de Paris et nous croyons que nous aurons des opportunités pour accélérer ces politiques environnementales. On sait que le président Trump agit de façon unilatérale et ne se préoccupait pas dans l'environnement, mais nous avons continué à lutter contre les changements climatiques et nous avons lutté pour la croissance verte. Notre gouvernement continue à être engagé dans la cause environnementale au plan domestique et international. Certaines personnes pensent qu'on devrait faire moins à cause que les États-Unis ne font rien, mais à cause de la menace existentielle que représente l'environnement, nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous avons des plans avec plusieurs initiatives pour se débarrasser du charbon, des infrastructures de véhicules électriques et nous avons tarifé la pollution. On ne peut pas polluer gratuitement au Canada. Nous avons lancé ce programme et avons fourni des objectifs pour rencontrer les objectifs des accords de Paris comme tous les autres pays qui ont signé cet accord. Nous avons travaillé sur la biodiversité qui décline partout au monde et on a augmenté les espaces protégés. Avec l'inauguration du nouveau président, je crois que nous serons alignés que leurs politiques environnementales seront de nouveau alignées avec la nôtre pour développer la distribution électrique des véhicules propres et travailler ensemble. On peut réduire les émissions dans les deux pays et on peut avoir une croissance économique verte. Je vais conclure en disant qu'il n'y a aucun doute que l'administration américaine va se chercher des alliés dans cette lutte et ils trouveront un allié certainement ici au Canada. Alors, merci, excellente introduction de la part de nos deux panélistes. Alors, à propos des commentaires de M. Podesta au sujet des événements capital and subsequent impeachment of de demain, l'assaut sur le Capitole et l'impeachment du président Trump sont sans précédent dans votre histoire. Vous êtes près du cœur de la tempête. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir demain? Et quels sont les plans de M. Biden sur le plan environnemental? Alors, je crois que demain, de façon surprenante,
ne sera pas un moment de célébration. Évidemment, les événements du 6 janvier, on voit encore le contre-coup de ça dans Washington. Je suis à Washington. On est presque en isolement. L'inauguration est toujours un événement de très haute sécurité, mais c'est particulier cette année à cause de cette insurrection qui a été vraiment incitée par le président sortant. Il ne sera pas là demain. Je crois que pour la plupart qui veulent voir une nouvelle ère s'ouvrir aux États-Unis, notre attitude est bon débarras. Le président va être assermenté avec des ex-présidents du Parti républicain comme démocrate et je crois qu'il va, comme on a vu dans les derniers sondages, je crois qu'il va recevoir au moins les bons vœux et le fait qu'il s'est comporté de façon très disciplinée dans cette période trouble et qui lui a donné une super majorité au sein de la population américaine. Et ce à quoi on s'attend demain, on s'attend à un président qui va donner un discours d'inauguration pour pouvoir réunir la société américaine qui est très divisée. Mais je crois que les actions vont porter plus que les mots sur ce plan. Il devra démontrer qu'il peut livrer la marchandise et contrôler la pandémie de façon efficace. Il va le faire à travers tout un éventail d'actions exécutives. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est le président et la vice-présidente élus et leurs équipes réagissent aux événements du 6 janvier avec beaucoup de discipline. Ils n'ont pas perdu de vue quel est leur véritable travail et c'est de sortir les États-Unis de la crise courante et aussi la crise démocratique que nous traversons. Mais il va aller de l'avant et vous allez voir des choses qu'il va faire le premier jour de sa présidence. Par exemple, rejoindre les accords de Paris, réintégrer les accords de Paris et annoncer un programme ambitieux pour contrôler la pandémie, distribuer le vaccin et ensuite redémarrer notre économie. Ils ont fait durant la transition ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire de laisser le Congrès juger les actions du président Trump le 6 janvier. Ils ont démarré une deuxième procédure d'impeachment. Le Sénat recevra les articles d'accusation. Je crois que le Sénat tirera ses propres conclusions, à savoir s'il a incité une émeute et une attaque sur le Capitole. Mais d'ici là, je pense que l'administration ne sera pas distraite par ces procédures à cause de la somme incroyable de travail qu'ils ont à exécuter sur tous ces fronts, toutes ces crises. Et il va y avoir des actions sur l'environnement dès le début, de rejoindre, de revenir aux accords de Paris et d'essayer de défaire et de virer la vapeur sur les attaques que le président Trump a fait contre l'environnement durant ces 4 années à la Maison-Blanche et ensuite coordonner au niveau domestique avec Gina McCarthy pour coordonner la stratégie et
les buts ambitieux de décarbonisation de l'économie américaine. Et comme le ministre a noté, une extraordinaire équipe menée par l'ancien secrétaire d'État Jack Kerry pour mener cette initiative. Vous allez voir un contraste incroyable entre les deux administrations, un contraste le plus marqué qu'on n'a jamais vu, au moins depuis l'histoire récente. Alors, en tant que démocrate, je suis heureux. Je pense que le public aussi est heureux de revoir dans la Maison-Blanche quelqu'un qui a démontré par son caractère le fait qu'il se préoccupe de la réussite de tous les Américains. Il va s'engager immédiatement après avoir prêté serment. Il va commencer à implanter des politiques où on peut reconstruire nos partenariats avec nos partenaires partout sur la planète. Et ça va être un changement bienvenu, non seulement aux États-Unis, mais pour la population du monde entier. Merci. On va parler du leadership des États-Unis avec la présidence de M. Biden. On sait que l'extrémisme politique et la suprématie blanche existent aussi. Ces mouvements existent au Canada. Mais pensez-vous que nous avons appris nos leçons de ce qu'on a vu partout, particulièrement vous qui êtes responsable d'une cause très politisée, les changements climatiques. Alors, je vais commencer par vous dire que tous les Canadiens ont été renversés par ce qui est arrivé le 6 janvier aux États-Unis. Nous avons été révulsés et choqués de cette attaque contre les institutions démocratiques de notre ami et allié. Mais on ne peut pas dire que nous sommes immunisés contre ces choses ici au Canada. Nous ne le sommes pas. Une des choses qui m'est venue à l'esprit en pensant à ces choses, si vous pensez au soutien populaire de Donald Trump, ce soutien populaire qui continue, ça touche aux insatisfactions des gens qui se sont sentis abandonnés ou non écoutés. Et on doit le réaliser et on doit chercher à répondre aux aspirations des gens qui pensent que le système actuel ne les représente pas. Nous avons une économie d'énergie. On est encore dépendant des énergies fossiles et notre économie dépend des énergies fossiles. Et ces gens sont inquiets pour leur avenir, l'avenir de leur famille et on doit répondre à ces préoccupations. Et c'est la mission de tous les politiciens, de tous les partis de ce pays de vouloir être inclusifs. On veut s'assurer qu'on entend ces inquiétudes et qu'on lui répond pour essayer d'éviter de se retrouver dans des situations comme celles qu'on a vues se dérouler aux États-Unis. Maintenant, les Américains ont élu un gouvernement qui promet 3 trillions de dépenses pour la reconstruction économique, le combat contre le changement climatique. Ici au Canada, on a un plan climatique avec aussi une cible d'émissions zéro pour 2030. Et l'année dernière, l'Union européenne avait sa stratégie environnementale et même la Chine, par 2026, sera à zéro émission selon leur plan. Alors, quel est votre niveau d'optimisme, M. Podessa? Est-ce que 2021 sera le point de bascule où les actions prises vont être à la mesure de la crise que nous traversons?
Je suis optimiste. Je suis optimiste pour plusieurs raisons. Je crois que la façon dont on réfléchit à la crise environnementale a changé au cours des dernières années fondamentalement à cause de deux raisons importantes. Maintenant, on a un président aux États-Unis qui va se préoccuper de l'environnement, mais aussi les marchés financiers globaux et les marchés de capitaux considèrent maintenant l'environnement dans leurs décisions d'investissement et c'est relativement nouveau et ça change la façon dont les corporations se comportent et que la façon dont les gouvernements se comportent et c'est quelque chose de très important. Si vous demandiez aux Canadiens il y a 10 ans à propos de la cause environnementale, les gens avaient l'impression d'avoir un choix à faire entre la réduction des gaz à effet de serre et l'économie. Les gens croyaient qu'il y avait comme une pénalité à réduire les émissions. Mais maintenant, si vous regardez les sondages au Canada, la plupart des gens pensent que les changements, les politiques environnementales sont stimulantes pour l'économie. Et c'est vraiment le fruit du travail d'organisations comme GreenPAC et bien d'autres. Mais on a changé le sujet de la conversation. On parle maintenant d'un plan environnemental, celui qu'on a annoncé il y a un mois, est aussi un plan économique qui crée des opportunités pour les enfants, pour les familles. Dans un monde où on fait ce qui doit être fait pour réduire les émissions, nous stimulons l'économie. Et c'est la différence fondamentale. On travaille sur cette cause depuis beaucoup d'années et on arrive au point de bascule. Je pense que maintenant, les choses vont commencer à être plus faciles. Les choses ont pris leur élan et le travail du président Biden va sûrement aider. Monsieur Podesta, avec les démocrates qui sont maintenant majoritaires au Sénat, ça permet la possibilité de loi environnementale aux États-Unis. Et comment tout ça pourrait avoir un impact sur les plans environnementaux canadiens? Alors, c'est mieux d'avoir 50-50 que 48-50. Nous pouvons maintenant contrôler l'ordre du jour. Et il y a des mesures particulières pour les mesures budgétaires. Mais pour ces lois, nous avons besoin simplement d'une majorité simple et ça ouvre toutes sortes d'avenues pour le président Biden. Pour reculer un peu à propos de ce qui a été promis pendant la campagne par M. Biden, est-ce qu'on essaye de gérer? On veut être à zéro en 2050, l'énergie propre pour 2055. C'est ambitieux, c'est faisable mais difficile. Et 40% des investissements qui vont aux communautés en détresse, les communautés qui ont été abandonnées, les communautés qui ont porté le poids de la pollution, de la production industrielle basée sur les carburants fossiles. C'est là qu'on voit les plus grands écarts, par exemple, en santé. Ce sont vraiment des buts ambitieux, mais qui sont appuyés par des cibles sectorielles pour l'investissement et pour créer les normes qui seront nécessaires pour avancer l'électricité, l'utilisation du méthane, réduire l'impact des hydrofluoriques, du carbone hydrofluorique qui est utilisé dans les systèmes d'air climatisés. Et maintenant, nous allons avoir des initiatives bipartisanes. Alors, c'est une nouvelle approche du gouvernement, complètement nouvelle approche qui doit se concentrer
sur ces initiatives, ces investissements. Et je crois qu'il y a autre chose aussi auquel le ministre Wigglesworth a fait allusion, pour faire comprendre aux gens que tout le monde a des opportunités dans cette nouvelle économie verte. Nous allons faire une transition vers des cycles d'innovation, de développement d'affaires. C'est du travail qui doit être fait pour construire un futur plus durable pour notre pays et le monde, et de garder nos engagements partout au monde. La finance est une chose, mais il n'y a pas de... Mais sûrement d'avoir l'habilité et l'avantage d'un contrôle démocratique du Sénat et de la Chambre des représentants leur donne une opportunité de faire le travail et de bâtir une économie durable et équitable. Je pourrais en parler beaucoup plus, mais je crois qu'en bout de ligne, on a un défi parce que quand on se retrouve à 50-50, et la vice-présidente Harris peut emporter le vote et on a le contrôle de la Chambre des représentants, mais on doit avoir les habilités de présenter un programme qui peut rallier. C'est un processus partisan de faire sortir le vote, mais ils vont vouloir qu'ils obtiennent le vote de démocrates qui vient d'État du charbon et d'obtenir le vote aussi de Mme Cortez et d'avoir ces gens qui s'assoient à la même table et parlent. Et le défi environnemental peuvent leur donner une opportunité de trouver des plateformes communes et peut-être même obtenir un soutien du Parti républicain pour cette vision. Un commentaire là-dessus, M. le ministre Wigglesworth? You're muted. Vous êtes en sourdine. So, I mean, certainly, I agree. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que John a dit. Il y a beaucoup de choses autour de la question des initiatives américaines. Je pense qu'il y a un consensus émergent ici aussi sur l'urgence des actions climatiques. Je dis souvent qu'après ma carrière politique, mon but est de voir que le Royaume-Uni et les autres pays européens considèrent que ce n'est plus une question partisane, ce n'est plus une question politique. Tout parti politique qui veut être crédible dans ce contexte d'une campagne électorale doit inclure une stratégie environnementale. Et c'est ce qu'on a fait. Vous incluant la loi que vous avez déposée, et c'est quelque chose que nous, les Canadiens, on devrait aussi vouloir faire. Et plus de gestes environnementaux posés, plus nous coopérerons. Il y aura un sommet à Glasgow pour voir comment on pourrait accélérer l'atteinte des buts des accords de Paris. Sur cette question, on devrait se retourner vers les États-Unis pour leur leadership. Avez-vous un commentaire? Oui, je crois qu'on est de retour. L'histoire veut que nous devenions à nouveau un leader et qu'on montre qu'on soit ambitieux sur les attentes multipartites comme les accords de Paris ou les accords de Kigali et sur le bannissement des supports polluants.
En bout de ligne, les États-Unis ont perdu, il faut le réaliser, beaucoup de crédibilité au cours des 4 dernières années. Alors, c'est très important que les États-Unis soient clairs et rencontrent ces cibles domestiques pour démontrer à tous les pays que nous sommes de retour. 2021 est très occupé. Il y a le G7, il y a le G20, il y a un sommet des dirigeants qui va être appelé par le président Biden, probablement dans les 100 premiers jours de sa présidence, probablement pour redémarrer les économies. Il y a le Conseil arctique et d'autres forums qui sont vraiment critiques. Il va y avoir une rencontre aussi de la Convention sur la biodiversité que la Chine va recevoir au printemps. C'était prévu pour le printemps, mais ce sera probablement l'automne. Il y a une opportunité ici de créer un élan planétaire, mais je veux dire une chose sur le net zéro. D'où ça vient? D'où ça vient? Pourquoi on parle, tout le monde, de zéro émission? Il y a seulement 4 ans que j'étais avec l'administration Obama. On essayait de réduire de 20 pour 2050. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on pouvait exister dans un monde où un changement de température de 2 degrés Celsius était acceptable. On considérait ça ambitieux. Mais il y a des choses qui se sont produites. On a eu les feux de forêt sur la côte ouest, on a eu les ouragans sur l'Atlantique, les inondations massives en Afrique, les 47 millions d'acres de forêt en feu en Sibérie. Les gens voient maintenant, et les gens au Canada qui vivent plus au nord, les Autochtones plus au nord voient de leurs yeux les effets dramatiques du réchauffement climatique. Alors, le delta entre la destruction écologique qu'on voit à 2 degrés Celsius d'augmentation et 1,5 et on n'est même pas encore capable de le contenir à 2 degrés Celsius, mais le monde doit comprendre qu'on doit être plus ambitieux, on doit faire mieux, on doit atteindre le zéro émission. Ça va nous donner une chance de stabiliser l'atmosphère et les températures moyennes autour de la planète à 1,5 Celsius d'augmentation. Et on sait que si on atteint le zéro émission, les températures vont se stabiliser beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que la jeune génération est manifeste dans la rue et c'est pour ça qu'on doit livrer la marchandise. Les promesses que le gouvernement canadien a fait et que le gouvernement américain, à partir de midi demain, va faire pour répondre aux préoccupations de la jeunesse au monde. Avant de revenir à la frontière Canada-Américain, Monsieur Wilkinson, voulez-vous réagir au dernier engagement environnemental? Oui, on voudrait, si j'ose, je vais vous dire où on voudrait voir du leadership américain. On voudrait que ce soit régional, par exemple, d'augmenter les réglementations du méthane. On peut travailler ensemble. Je pense qu'il y a des opportunités dans le secteur du transport. Je pense qu'on peut établir des modèles pour le reste de la planète. Mais je pense qu'il y a quelques initiatives sur lesquelles le Canada a travaillé et on aimerait avoir l'aide des Américains. On travaille beaucoup avec le Royaume-Uni pour 2026 pour pouvoir parler du climat et de l'environnement, de la nature. Ce ne sont pas des questions indépendantes, ils sont liés directement et le futur de l'humanité dépend des solutions qu'on va trouver sur ces deux fronts. Et je pense que les équipes de M. Biden parlent en ce sens.
si on doit arriver à zéro émission, on doit commencer à arrêter la production d'électricité avec du charbon. On peut certainement profiter de l'aide des États-Unis là-dessus. La dernière chose que je dirais, on pourrait utiliser les ambitions américaines pour rallier la communauté internationale et on espère que le leadership américain va nous aider avec des pays qui ont été récalcitrants sur le thème environnemental, comme la Russie ou le Brésil. Alors, merci d'avoir parlé de ces collaborations internationales possibles. Mais avant d'aller plus loin, le Canada et les États-Unis ont la plus longue frontière non militarisée au monde. Les écosystèmes et les animaux ne respectent pas les frontières et les cultures autochtones non plus. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire sur la conservation transfrontalière. Alors, le président Biden a promis de créer des parcs, des aires protégées pour 30 de la superficie du territoire en 2030. Ce sont cohérents avec des initiatives canadiennes pour empêcher l'effondrement de l'écosystème. Alors, Monsieur Wilkinson, vous avez parlé des initiatives pour les collaborations. Voulez-vous en dire un peu plus ou parler des obstacles? Oui, je pense que sur la conservation et la préservation des espèces en danger, on a un modèle et on peut apprendre l'un de l'autre sur les meilleures pratiques, mais de façon plus précise, des espèces comme le caribou dans la réserve Anois a été un défi de taille récemment. C'est une espèce sur lesquelles les Autochtones dépendent pour leur subsistance. J'aimerais bien qu'on puisse avancer sur ce dossier-là. Les corridors dans le Yukon et à Yellowstone, il y a certainement des espèces qui se déplacent d'un pays à l'autre. Et je pense aussi, si j'ose dire, où le Canada pourrait vous inspirer peut-être dans le travail qu'on a fait avec les populations autochtones, les aires de conservation, des programmes que nous finançons partout au pays. Ça fait partie de notre initiative de protéger 30 du territoire d'ici 2030 et c'est certainement des exemples qu'on pourrait apporter à la table. Oui, on a ce nouveau modèle de co-gestion et de gestion autochtone pour les préoccupations transfrontalières. Alors, John, oui. Sur tellement de choses, on pourrait créer des partenariats et des initiatives collaboratives. Je ne crois pas que les Américains savent tout sur tout. Je suis sûr qu'on a beaucoup à apprendre des Canadiens, particulièrement sur la gestion des questions autochtones. Le Department of Interior, qui a, vous savez, les territoires publics américains sont, la gestion est partagée entre la foresterie, l'agriculture, le ministre de l'Intérieur et ces institutions vont être dirigées par une dame autochtone, la première qui va être en charge du département de l'Intérieur. Et c'est pas trop tôt. Elle a été
une championne. Dans le Congrès, on lui a donné la responsabilité des parcs nationaux. Elle a fait un excellent travail. Elle a travaillé beaucoup sur le dossier de 30 du territoire en 2030. Elle va être un partenaire excellent pour ses vis-à-vis canadiens et pour la défense du refuge de bêtes sauvages en Alaska. Elle a mentionné son insatisfaction au programme ce programme d'exploitation de l'Alaska, mais personne essaie de s'en prévaloir. Je pense que la façon brouillonne dont l'administration Trump a pris ces initiatives destructives va diminuer leur impact. Alors, je pense qu'on a besoin de consultation. Et je pense que le ministre a mis vraiment le doigt dessus. Il y a des inégalités envers les Autochtones au Canada comme en Alaska à propos de la façon dont ces ressources sont gérées. D'autres endroits comme la conservation de la vie sauvage, il y a des opportunités de consultation. Alors, les changements qu'ils ont faits au traité des oiseaux migratoires doivent être renversés et aussi des initiatives de consultation sur la conservation. On a vu des pertes d'espèces d'oiseaux au cours des 50 dernières années. C'est très bien documenté maintenant. On doit trouver des plateformes communes et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'appétit. En termes d'intérêts communs comme la protection de l'Arctique, mais aussi sur les corridors migratoires dont le ministre a parlé. Vous allez sûrement voir se bâtir de partenariats très solides avec les Américains qui maintenant vont être dirigés par des personnes qui se préoccupent de l'environnement. Vous savez, presque 30 de notre eau, merci au travail du président Obama pour protéger les aires océaniques dans le Pacifique Ouest. On doit faire plus. On doit faire plus. Il y a beaucoup de travail à faire pour protéger le monde naturel et gérer avec la crise de perte de biodiversité et faire des aires protégées de façon plus intelligente et de le faire en consultation de façon à ce qu'on ait de meilleurs résultats. Et nos partenaires canadiens vont certainement être partenaires de choix. Alors, on pourrait continuer à parler, c'est très intéressant. Plein de choses intéressantes se produisent, mais bon, le temps file. Et nous sommes maintenant à la période de questions. Alors, j'ai quelques questions dans le clavardage. Une pour le ministre Wilkinson. On entend beaucoup parler de l'intention du gouvernement canadien de se battre pour le projet Kingston XL que le président Biden veut canceller. Comment pensez-vous que les Américains vont vous prendre sérieusement sur le plan environnemental si vous vous battez encore pour l'énergie fossile? Oui, c'est une question importante et je vais commencer par dire que les opportunités énergétiques avec les États-Unis sont importantes. Notre position est claire depuis le début. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de travailler sur toutes les opportunités que j'ai mentionnées et bien d'autres encore. Je pense que c'est important, pas juste pour le Canada, mais pour les Américains aussi, de penser
de quelle façon l'utilisation des carburants fossiles a sa place dans un plan environnemental plus large. Nous allons abandonner les énergies fossiles, mais pendant cette transition, nous allons continuer à utiliser les énergies fossiles. Si vous regardez la flotte automobile aux États-Unis, 98 utilisent de l'essence ou du diesel. Ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain. On ne sera pas capable de tout transformer en véhicule électrique en 2 ans. Alors qu'on fait cette transition et on sait qu'on va atteindre la cible de zéro émission en 2050. Et le Canada doit utiliser ces ressources et ces ressources peuvent servir, les revenus de ces ressources peuvent servir à accélérer la transition. Alors, il faut faire une transition raisonnée et raisonnable. Une question pour M. Podesta. Alors que le président élu Biden a pris des engagements impressionnants sur l'environnement, on sait que des départements et des ministères fédéraux ont été vidés de leur capacité scientifique. Alors, comment réparer le dommage fait? Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. On parle du moral, on a une perte. Vraiment, on a décapité la communauté scientifique au sein du gouvernement. Mais ça a été rejeté de façon bipartisane quand ils ont tenté de couper vraiment les programmes scientifiques. Un des facteurs, l'effet que ça va avoir sur les programmes d'investissement, ça va nous aider à avoir des confirmations au Sénat rapidement. Alors, on va avoir les personnes clés en fonction rapidement. Une des premières réactions que j'anticipe, c'est un ordre exécutif sur l'intégrité scientifique. Ça va aider à reconstruire, à redresser le moral et aussi des programmes incitatifs, mais c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de capital humain et de personnel scientifique dans les programmes fédéraux américains. La sélection de Eric Lander pour être le conseiller scientifique du nouveau président nous indique que ce soit pour les sciences de la santé humaine ou la science du climat, on voit ici que le président va respecter la science. Il va essayer de reconstruire l'expertise scientifique au fédéral, mais ça va prendre un peu de temps. On a perdu beaucoup de talent au gouvernement fédéral à cause d'un manque de respect pour la science et l'intégrité scientifique qu'on a vu au cours des 4 dernières années. Nous avons une question ici à propos des événements climatiques extrêmes. On sait qu'au Canada, comme aux États-Unis, à chaque année, on a des événements très coûteux de catastrophes environnementales. Est-ce qu'il y a des possibilités de collaboration à long terme entre le Canada et les États-Unis pour gérer des crises comme les feux de forêt? Oui, je pense qu'il y a de la place pour la collaboration. C'est une autre chose qui a changé dans la conscience des gens au Canada et je pense qu'aux États-Unis aussi. Les gens comprennent maintenant que ce genre d'événements sont plus sérieux et plus fréquents et les coûts associés au nettoyage de ces catastrophes naturelles montent toujours. On se concentre sur des questions d'adaptation climatique et on veut se préparer pour des événements de météo extrêmes et des inondations. Comment mieux préparer les communautés qui vivent près des forêts. Je pense qu'il y a certainement un partage d'informations qui peut être fait de façon plus efficace.
à l'avenir. Je pense qu'on pourrait faire certaines choses dans différentes géographies, comme sur la côte ouest, où on a eu des feux de forêt absolument désastreux qui ont pollué l'air jusque sur la côte ouest canadienne. Je pense qu'on peut avoir de meilleurs résultats si on travaille en concertation et en consultation. On parle beaucoup de croissance verte, mais il va vouloir aussi parler sur l'adaptation climatique sur le plan domestique et international pour aider aussi les communautés internationales à s'adapter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ce qu'on voit en Californie avec la co-gestion avec les Autochtones de Californie. Et c'est vraiment une initiative où on peut apprendre de l'expérience canadienne et appliquer tout ça aux États-Unis. C'est le concept de justice climatique et la création et d'une notion de justice climatique. Et ces forums vont être des lieux où on peut collaborer sur la construction de stratégies résilientes et d'implanter des stratégies fondées sur le monde naturel où on va pouvoir avoir les effets d'adaptation tout en réduisant l'impact environnemental. Alors, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Merci. Le temps, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais voulu qu'on parle des opportunités économiques qui se présentent devant nous et la création d'emplois verts, mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors, j'espère qu'il y aura une autre rencontre comme celle-ci. Je vais passer maintenant la parole à Sarah pour le mot de la fin. Alors, merci. Merci, M. Podesta. Merci, M. le ministre. Alors, je voudrais conclure pour vous dire au nom de GreenPAC, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. J'ai beaucoup apprécié que vous vous joigniez à nous, John et Jonathan. Et mes pensées sont avec vous, M. Podesta, alors que le président Biden sera inauguré. Je veux saluer aussi nos commanditaires et aussi les membres de notre auditoire pour leurs excellentes questions. Je suis sûr qu'il y avait une très longue liste de questions, mais nous n'avions pas de temps pour tous. Alors, si vous voulez revoir la discussion d'aujourd'hui, elle a été enregistrée, elle sera disponible dans les 2 langues. D'ici là, continuez à nous suivre sur Twitter et Facebook et peut-être pour vous impliquer un peu. Et sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous bonne soirée ou bon après-midi si vous êtes sur la côte ouest. Merci. Sarah, do you wanted us to take a picture or we are not, you did it already? If you could just wait one moment, Okay. we'll just turn off the broadcast in 1 sec after folks have a chance to grab our Twitter and Facebook.